J'ouvre le second débat de ce Sens Public qui nous ramène 20 ans en arrière, 15 mars 2004. La loi sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école est promulguée. 2 décennies plus tard, la laïcité est toujours une valeur que les profs doivent défendre, parfois au péril de leur vie. Comment en est-on arrivé là? Faut-il durcir les textes, responsabiliser les parents comme le proposent les sénateurs? Avant d'en débattre, retour sur 20 ans de combat, parfois, souvent, d'incompréhension avec Cécile Sixou. J'ai estimé nécessaire qu'une réflexion impartiale, approfondie, sereine, soit conduite par une commission de sages pour rechercher le plus large accord sur des propositions. Juillet 2003, Jacques Chirac lance la commission Stasi, 20 sages pour réfléchir sur la laïcité à l'école, car depuis le début des années 90, les affaires de voile se multiplient et font polémique. Le rapport inspire la loi sur la laïcité à l'école votée en 2004. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. La loi précise voile, kippa et croix sont désormais bannis dans l'enceinte des écoles. Tout est clair, sauf que les polémiques ressurgissent quelques années plus tard, sur un autre thème cette fois, les accompagnatrices scolaires voilées, comme lors de cette réunion en 2019 au Conseil régional de Franche-Comté, où un élu RN interpelle une maman pour lui demander de retirer son voile. S'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien pouvoir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien vouloir retirer son voile islamique. Le Sénat de droite veut le mettre dans la loi, mais le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Jean-Michel Blanquer, n'en veulent pas. Évidemment, nous devons envoyer aux enfants le message que les parents sont les bienvenus et que c'est ensemble, parents et écoles, que nous assurons leur éducation. C'est ainsi que nous pouvons compter sur une contagion positive des valeurs de la République. Les questions de laïcité reviennent le 16 octobre 2020 après la mort tragique de Samuel Paty. Le drame fait prendre conscience, selon cette chercheuse spécialiste de l'islam, qu'il faut faire de l'éducation à la laïcité. Ça a eu un impact puissant avec une volonté d'accélérer la prise en charge de cette problématique, avec la volonté de mettre en place des systèmes de formation du personnel encadrant et enseignant. Mais ce qui a été fait immédiatement, ça a été une volonté de réexpliquer tous les points relatifs à la laïcité à proprement parler. D'autant qu'il y a eu cette mise en place de ce décompte mensualisé sous Pape Ndiaye de relevés d'atteintes déclarées à la laïcité dans les écoles. En 2022, cet outil statistique révèle une hausse des signalements du port des abayas, camis et djellaba. Pape Ndiaye recommande le dialogue avec les élèves concernés. Son successeur, Gabriel Attal, décide carrément l'interdiction. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire. L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles. Une précision nécessaire pour les proviseurs en première ligne face à ces questions. On était un peu seul à devoir se demander si ça relevait bien d'un habit religieux, comment c'était porté, à quel moment c'était porté. Et c'est vrai qu'on avait l'impression d'être un peu tout seul à devoir trancher des décisions. Et dès que c'est ça, forcément on personnalise pour l'élève la décision, alors que dans le lycée voisin, peut-être que le proviseur n'avait pas la même appréciation. C'était ça qui était plus compliqué. Mais politiquement, la mesure est jugée disproportionnée. Pour beaucoup, il est difficile de distinguer l'abaya d'autres vêtements longs. École, la laïcité en danger, c'est le titre de notre débat avec Gwenaëlle Calvez. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de droit public à l'université de Cergy-Pontoise et membre du Conseil des sages de la laïcité. Carole Zerbib, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes proviseur adjointe au lycée Vauquelin à Paris et membre du syndicat SNPD EN UNSA. François-Noël Buffet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, sénateur Les Républicains du Rhône, président de la commission des lois, co-rapporteur de cette commission d'enquête sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les professeurs sont victimes. Et Midi Zapalski, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Je vous propose une archive pour commencer. On va remonter au 17 décembre 2003. Le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, annonce sa volonté d'interdire les signes ostensibles religieux dans nos écoles. J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse
doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Voilà, c'est un extrait du documentaire 2003, Commission Stasi, interdiction du voile à l'école. 20 ans plus tard, Gwenaëlle Calvez, quel est votre bilan? Est-ce que cette loi de 2004, elle est finalement de plus en plus difficile à appliquer? C'est pas vraiment ce qu'on observe lorsqu'on se tourne vers, par exemple, des contestations qui pourraient remonter devant des tribunaux administratifs ou même devant les rectorats. Il est certain que cette loi est contestée au plan politique ou dans la discussion publique, mais les élèves s'y plient parce qu'ils doivent s'y plier. Oui. Donc vous êtes plutôt sur une application réussie de la loi, c'est ce que vous nous dites globalement, hein? Oui. D'accord, intéressant. Carole Zerbib, est-ce qu'elle est bien comprise par vos élèves, cette loi, par certains de vos élèves? Pas toujours. C'est bien la difficulté à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Elle n'est pas toujours comprise par les élèves. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une tentation chez les jeunes d'un modèle anglo-saxon. Ils ont le sentiment que c'est une loi liberticide et ils ne comprennent pas toujours pourquoi on leur imposerait un vêtement et pourquoi ils n'ont pas la liberté totale de s'habiller comme ils le souhaitent. Donc voilà, donc on a un travail d'explication important à faire. Et puis, on observe aussi peut-être une sorte de désengagement de certains enseignants sur ces questions de laïcité, avec peut-être aussi une tentation du modèle anglo-saxon. Oui. Ou parce que les pressions et parfois les menaces sont importantes aussi, évidemment. Peut-être. François-Noël Buffet, on va revenir en détail dans un instant sur les propositions que la commission d'enquête a pu faire, mais globalement, est-ce que la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, elle vous semble insuffisante? En tous les cas, le point qui nous a le plus marqué, c'est le fait que la laïcité n'est pas appréhendée de la même manière selon la génération à laquelle on appartient. Si je fais simple et qu'on a plus de 50 ans, on est sur une appréhension de la laïcité très classique, qu'on nous a enseigné, pas de difficulté. Quand on a moins de 50 ans, voire un peu moins, on est sur une appréhension beaucoup plus souple, qui consiste à avoir un peu à l'anglo-saxonne une forme de souplesse sur cette laïcité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et donc c'est un problème, parce que chaque professeur réagit différemment selon la conviction qu'il a de l'atteinte ou non à la laïcité. Oui, et puis derrière ce mot, on met des prismes qui peuvent être déformants en fonction de l'émetteur, de celui qui parle. Absolument. Alors ensuite, nous avons quand même nécessité qu'au sein du monde pédagogique, de l'équipe éducative, il y ait la même appréhension. Sinon, on aura des difficultés. Le deuxième sujet, qui lui est plus grave, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la loi de 2004 s'applique, que les choses fonctionnent. Mais on a changé de combat, on est sur la discussion et la remise en cause des contenus des professeurs. Qu'ils soient des professeurs d'histoire-géographie, qu'ils soient des professeurs de sciences naturelles, qu'ils soient des professeurs d'éducation culturelle, le contenu est contesté. Donc là, la situation, elle change de nature. Oui, c'est plus les signes ostensibles de religion. Exactement. On est passé par d'autres moyens pour contester cette laïcité, et en disant que, par exemple, sur tel spectacle où on doit aller avec l'école, on interroge avant le professeur ou le professeur de savoir quelle est la nature du spectacle, qui sera sur scène, y aura-t-il un bras ou dénudé ou pas, et ainsi de suite, pour savoir si on autorise son enfant à aller. On commence à se poser de sérieuses questions. Et vous avez on en reprendra après, mais... Et puis le troisième point qui me paraît, alors cette fois-ci encore plus dramatique, qui est un complément, c'est que les professeurs quittant l'école se disent « on n'a pas eu une pâtie aujourd'hui ». Donc, c'est dire l'état d'esprit dans lequel sont nos professeurs. Ils vivent dans l'angoisse et dans la peur, pas seulement dans l'école, mais aussi à l'extérieur. Gwenaëlle Calvez, peut-être effectivement un mot de réponse sur le contenu de l'enseignement. Est-ce que la pression, elle s'exprime? Elle n'est pas générale, évidemment, elle est difficile à appréhender, mais elle s'exprime d'abord sur ce thème particulier aujourd'hui. Vous avez raison de signaler qu'on ne peut en effet pas généraliser. Tout dépend, les situations sont très contrastées d'un établissement à l'autre, d'un point à l'autre du territoire. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de contestations d'enseignement aujourd'hui qu'hier ? J'en mettrai pas ma main au feu. Vous savez, si par exemple dans la charte de la laïcité à l'école qui a été promulguée en 2013, la question de la contestation des enseignements est déjà évoquée, c'est bien que la question se posait déjà. Peut-être que les types de contestation évoluent avec le temps, mais la contestation d'un enseignement, ça date pas d'hier, ni même d'avant-hier. Après, c'est une question de discipline qui doit régner dans la classe, et d'une certaine façon,
vous trouverez peut-être que je pousse le bouchon un peu loin, mais d'une certaine façon, mieux vaut l'élève qui conteste que celui qui dit rien et qui pense cause toujours. Cause toujours, ça c'est le pire. Parce qu'on ne sait pas si on l'atteint quand on parle. J'entends ce que vous dites, mais tout de même, la politique qui a régné pendant des années de pas de vague n'est plus possible aujourd'hui. Quand vous avez des professeurs qui, sous l'anonymat, vous disent tous les jours que leur contenu est contesté, il n'est pas débattu, il est contesté. C'est-à-dire que la réalité de ce qui est enseigné est contestée, voire considérée comme étant contraire à certains principes. Ça va quand même beaucoup plus loin que le simple débat qui est lié à une compréhension, une discussion, j'ai pas bien compris, expliquez-moi, est-ce que c'est bien vrai, est-ce que j'ai lu ça? On n'est plus là-dedans. On est dans le fait que ce que vous dites, monsieur ou madame le professeur, ce n'est pas la vérité, et c'est ça le sujet. Je vais vous demander votre retour d'expérience dans un instant. Émilie, vous vouliez intervenir? Moi, il me semble qu'il y a un paramètre quand même qui est à prendre en compte, c'est la question de la mixité dans ces collèges et ces lycées publics. Parce que, en effet, il y a de la contestation. Et il y a une contestation qui va être portée majoritairement d'une culture ou d'une autre. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est vrai que la laïcité, jusqu'à maintenant, elle a été plutôt portée sur le catholicisme au départ, maintenant beaucoup plus sur la religion de l'islam. Et on voit très bien que la morphologie, la constitution, la composition des collèges et des lycées donne plus de place, finalement, à des gens qui viennent de cette religion, des bourgeois bien blancs qui ne souhaitent pas mélanger dans le public leurs propres enfants. Et ça crée ce type de problème. Alors moi, je vais faire mon ancienne aussi. Quand il y a plusieurs religions qui sont représentées, quand il y a plusieurs origines qui sont représentées, il y a un espèce de mélange qui fait que les débats restent à peu près à la hauteur de ce qu'ils peuvent être. Ils sont mélangés. Intéressant. Double retour d'expérience sur ce manque de mixité. Est-ce que vous le liez avec effectivement les atteintes à la laïcité? Et puis ensuite, ce que disait Mme Calvez, mieux vaut celui qui conteste que celui qui dit cause toujours. Alors sur les questions de mixité, effectivement, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut connaître l'autre que si on le rencontre. Et qu'il y a des endroits, il y a des établissements sur le territoire français où la diversité de la population française ne se rencontre plus. Et ça, c'est regrettable. Et c'est peut-être ce qu'on avait connu, nous, dans notre jeunesse, qui aujourd'hui existe moins. Alors sur la contestation des enseignements, moi ce que j'observe, c'est que ce sont des contestations qui sont en hausse. Alors effectivement, il y a des élèves, et c'est normal, ils sont en apprentissage, c'est normal qu'ils se questionnent sur des phénomènes, bien sûr. Et dans la relation entre l'élève et l'enseignant, c'est tout à fait sain, ce questionnement de l'élève. Ce qui est problématique. C'est un questionnement, comme disait Monsieur le Sénateur. Alors si c'est un refus absolu... Quand ça reste de l'ordre du questionnement et que l'enseignant arrive avec des arguments à répondre au questionnement de l'élève, eh bien là, l'incident... Enfin, il n'y a même pas d'incident. C'est quelque chose qui fait partie de la relation pédagogique. Ce qui est compliqué, c'est quand un fait historique, scientifique, est nié au nom de la religion. Et quand le dogme, la doxa, prend le pas sur la connaissance et le savoir. Et c'est ça qui est compliqué. Par exemple, un professeur qui ne peut pas expliquer la théorie de l'évolution parce qu'on lui dit que l'homme est né à l'image de Dieu et qu'il n'y a jamais eu d'évolution. Vous voyez, ça devient plus compliqué. Là aussi, l'enseignant peut revenir et expliquer. On peut faire progresser les élèves et c'est bien pour ça qu'on fait notre métier, c'est qu'on croit en l'éducabilité. Mais quand le dialogue n'est plus possible et quand la croyance l'emporte sur la connaissance, eh bien là, ça devient... Quand l'élève refuse d'assister au cours parce qu'il ne veut plus entendre. Oui, très court. Et quand, de surcroît, le professeur vous dit « je ne mets plus dans mon programme tel texte, tel livre, tel ouvrage », on n'est pas simplement dans la discussion, de l'apprentissage, on est véritablement dans la contestation du contenu et la réserve du professeur, ce qui est parfaitement inadmissible. Dans vraiment 20 secondes, on détaille le contenu de vos propositions, mais c'est autocensure, qu'est-ce que vous en dites, vous, Gwenaëlle Calvez? On arrive mal à la mesurer. On a un certain nombre d'enquêtes qui reposent sur de la déclaration par les enseignants, mais il faudrait serrer par type de discipline enseignée. Vous avez évoqué SVT, les disciplines de SVT, mais on peut penser que ça varie d'une discipline à l'autre. Et en fait, Donc les deux les plus exposés, c'est quoi? L'histoire et SVT? Après, il y a le français, la philosophie, le PS, la musique, toute la musique, tout est
c'est contestable. Oui, beaucoup. Oui, je lisais. Peut-être refusé. Je lisais un cours, je pense que ça devait être un cours d'histoire de l'art ou d'histoire avec voilà, des tableaux du XIIe ou du XIIIe siècle avec des corps dénudés, des élèves qui tournent le regard parce qu'ils ne veulent pas voir ça. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on peut lire en préparant une émission comme celle-ci. En revanche, si vous me permettez, le constat que nous avons fait, on l'a fait dans l'école publique comme dans l'école privée. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, à des degrés d'intensité différents. Ça, c'est exact. Alors, des degrés différents. Mais on l'a fait partout. Donc, ce rapport remis le 6 mars dernier, on en part tout de suite avec Quentin Calmet. Donc, rapport sénatorial, 6 mois d'enquête. Quentin, rebonsoir. Rebonsoir, sur Thomas. ces violences qui touchent les enseignants. On vous écoute. Voilà, 2 commissions. Thomas était à la manœuvre depuis octobre dernier. La commission des lois que vous présidez, effectivement, François-Noël Buffet. Également celle de la culture, de l'éducation. Pour bien comprendre, le point de départ, c'est mai 2023. Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, qui a écrit à Gérard Larcher, qui vous a écrit également pour vous demander à l'époque de faire la lumière sur les suites de l'attentat qui a touché son frère. Les 2 commissions se sont donc dotées des pouvoirs d'une commission d'enquête. Ils ont mené des auditions, des visites auprès des enseignants. À la clé, un rapport qui dresse un constat, qui formule 38 recommandations. Thomas. Alors, on va commencer par le constat des statistiques sur ce que vivent les acteurs de terrain, personnels de l'éducation nationale dans leur ensemble. François-Noël Buffet, vous parlez d'un constat de terrible solitude vécue par les membres du personnel éducatif face à un quotidien marqué par les tensions et par les conflits. Fin de citation. Parmi les chiffres marquants de votre rapport, on retient 37 700 enseignants qui ont subi des menaces dans le premier degré, 58 500 dans le second degré. C'est ainsi, Thomas, un enseignant sur 10. Et puis, on en parlait, au cœur de ces difficultés, les contestations autour de cette valeur de laïcité. Voilà, c'est effectivement le lien qui est fait dans le rapport sénatorial. 56% des enseignants du secondaire public déclarent s'être déjà auto-censurés pour éviter de possibles incidents portant sur la question de religion en 2021. Il n'était que 36% en 2018. Écoutez le président de la Commission de la Culture et de l'Éducation, votre collègue centriste Laurent Lafont. Nous avons été surpris et inquiétés, il faut bien le reconnaître, de constater le décalage entre le principe de laïcité tel qu'il est voulu par les institutions, tel que nous le portons, tel que le ministère de l'Éducation nationale le porte, et sa perception par ceux auxquels il s'applique. La laïcité est désormais perçue par un nombre croissant et désormais majoritaire d'élèves comme une interdiction et un principe conçu contre les religions. Les sénateurs qui ajoutent ce que vous disiez en plateau il y a un instant, il y a une fracture générationnelle majeure sur ce sujet, y compris chez les enseignants, les professeurs les plus jeunes étant moins attachés à cette valeur que leurs aînés, ne percevant pas tant cette valeur comme une valeur d'émancipation. Alors voilà pour le constat, quelles sont les recommandations des sénateurs ? On le disait, il y en a 38. Thomas, certaines sont symboliques, comme l'idée d'un hommage rendu en octobre chaque année en mémoire des enseignants assassinés. On note d'autres recommandations. Voici parmi celles que j'ai retenues le renforcement de la formation des futurs enseignants à la promotion des valeurs de la laïcité et de la République. Faire signer aux parents une charte des parents et inclure spécifiquement le délit d'entrave à l'enseignement. Développement de nouvelles structures d'accueil pour les élèves hautement perturbateurs ou ce que le rapport parle d'élèves poly-exclus. Enfin, élargir l'interdiction du port de signes religieux à toute activité organisée par l'institution scolaire, comme les sorties. Thomas. Merci beaucoup Quentin. On va reprendre certaines de ces propositions, François-Noël Buffet. Peut-être la charte des parents pour commencer. Est-ce qu'elle serait associée à d'éventuelles sanctions? Et si oui, comment on met ça en œuvre? Notre idée, qui par ailleurs a été soufflée par un certain nombre de proviseurs, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est de sensibiliser au moment de l'inscription les parents sur ce qu'est la vie dans l'école, ce lieu protégé, et ce qu'est la laïcité. Et surtout de leur rappeler que la laïcité, le texte qui lui correspond, c'est d'abord un texte de liberté. La liberté de croire ou de ne pas croire, mais la religion, elle est personnelle, et la laïcité, dans notre histoire nationale, notre récit national, elle vient pour protéger la République, au sens large du terme, de l'influence des religions. Et que l'école fait par l'école de la République, c'est ça, et que ce milieu-là doit être absolument protégé de toutes ces influences-là. Donc la charte, elle a cette vocation-là. C'est une vocation pédagogique, vis-à-vis plus des parents que souvent des enfants, d'ailleurs, mais à l'égard des parents. Elle n'est pas liée
à une sanction éventuelle que l'on pourrait faire, mais on pourrait parfaitement imaginer que le proviseur ayant rappelé cela, il n'y ait pas eu d'évolution, puisse dire, écoutez, vous avez signé un document, prenez vos responsabilités et faites attention à ce que vous faites. Et puis après, les conseils de discipline décident, mais c'est pas un élément de sanction, bien sûr, c'était d'abord un élément pédagogique et de sensibilisation. Donc c'est avant tout pédagogique. Responsabilisation des parents, Carole Zerbi, votre avis là-dessus? Est-ce que c'est forcément la clé, ce à quoi on doit penser prioritairement? Alors, sur la question de la charte, le principe de laïcité était déjà dans les règlements intérieurs des établissements que les parents signaient. Ce que je trouve intéressant dans la proposition, c'est que effectivement, à partir du moment où cette laïcité est mal comprise par les familles et par les élèves, faire l'effort, cet effort de pédagogie, d'expliquer aux parents et aux enfants que l'école n'est pas seulement un droit, tout le monde a le droit à l'éducation, mais qu'on a aussi des devoirs vis-à-vis de cette école. Ces devoirs, c'est donc d'en respecter les principes et les valeurs. À partir du moment où on inscrit son élève à l'école laïque et républicaine, on doit en accepter tous les principes et toutes les valeurs. Et ça, c'est important aussi d'expliquer, comme vous le disiez, que c'est un principe libérateur. La religion est une affaire privée. Et qu'à l'école, le fait que les règles de laïcité s'appliquent, c'est permettre que les enfants puissent apprendre en toute liberté de conscience, et développer leur rationalité critique. C'est ça qui est important. Est-ce qu'on pourrait être surpris par éventuellement un nombre de parents importants qui refuseraient de signer une telle charte? Je pose cette question parce que j'étais assez surpris là, en entendant l'extrait de la prise de parole de Laurent Lafont, donc, qui était rapporteur de la commission d'enquête, quand il dit « La laïcité est désormais perçue par un nombre croissant », il hésite et il dit « est désormais majoritaire comme une interdiction et un principe contre les religions ». Je veux bien vous entendre là-dessus, Gwenaëlle Calvez, sur ce mot « majoritaire ». Alors là encore une fois, on se rapporte à des sondages ou des enquêtes d'opinion. Ça me semble d'une fiabilité assez médiocre parce que comment la question est-elle comprise et quel est le sens qu'il faut accorder à la réponse? Je pense que je voudrais plutôt revenir sur l'affaire de la charte à faire signer par les parents. Parce que s'il y a une majorité de parents qui considèrent que la laïcité, elle existe aujourd'hui contre leur religion, ils vont pas forcément signer cette charte. Vous voyez ce que je veux dire? La charte a la vocation à expliquer le sens de la laïcité. Donc, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend de ce que les gens comprennent par le mot laïcité. À partir du moment où la charte expliquera exactement comme ce que vient de dire Mme Zerbi, je vois pas très bien qui pourrait aller contre. Ça me semble... les gens qui sont contre la laïcité sont surtout ceux qui ont une idée fausse de la laïcité. Ou qui sont réfractaires. Ce sur quoi je voudrais insister à propos de cette charte, c'est que moi j'ai été très sensible dans votre rapport au fait que vous incluez dans plusieurs propositions le privé sous contrat. Parce qu'il est essentiel de se rappeler que dans le privé, les établissements privés, c'est un enseignement public qui est donné, puisque c'est nous qui le finançons. Cet enseignement public, naturellement, est laïque. Et cette charte des parents, si on pouvait l'imposer également au public sous contrat, au privé sous contrat, ce serait vraiment très important. Je rappelle qu'ils ont refusé la charte de la laïcité à l'école en 2013. Donc cette charte-là, est-ce qu'on aurait un moyen de le leur imposer un peu, parlons un peu fermement? C'est intéressant, ça serait aussi un message envoyé à ceux qui disent que la laïcité justement cible seulement certaines religions et notamment la religion islamique. Votre avis là-dessus? D'abord, le rapport, il s'adresse à l'école de la République au sens large, l'école laïque comme l'école privée sous contrat. Donc il s'applique à tout le monde. Deuxième chose, pour ce qui concerne l'explication et la notion de laïcité, comme quoi c'est un sujet de liberté, oui, aujourd'hui, cet aspect-là, par notamment l'islam le plus radical, est contesté en tant que tel. Et c'est bien la réalité de la situation. Tous les professeurs que nous avons vus, à l'exception d'un seul, mais tous les professeurs que nous avons vus ont considéré qu'il fallait vraiment faire œuvre de pédagogie parce que le mouvement qui consiste à remettre en cause les contenus, c'est un mouvement de fond important et qu'il faut aussi protéger les professeurs au même titre que n'importe quel autre et l'éducation au sens large du terme. Donc, ça n'est pas une vue de l'esprit. Je veux dire, c'est véritablement... Je vous promets, madame, que nous avons, avec Laurent Lafont, rencontré beaucoup de monde, mais surtout des gens de terrain. Moi, je veux bien entendre, on entend en général les directions générales, c'est très bien, mais on est allé voir les professeurs, les gens de terrain. On leur a promis l'anonymat. Pour quelle raison ?
pour avoir une liberté de parole. Et nous avons eu cette liberté de parole. Et ils nous ont dit les choses. Ils ne nous ont pas raconté de balivernes. Ils nous ont dit les choses. Donc c'est bien existant. Et je vous en conjure, s'il y a un acte positif à faire à la sortie de ce rapport, c'est cette prise de conscience-là. Une fois que la prise de conscience sera là, il y aura les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir effectivement lutter contre ce phénomène-là. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience qui soit, j'allais dire, publique au vrai sens du terme. Dans nos écoles, voilà ce qui se passe. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'influence anglo-saxonne, peut-être américaine. C'est vrai que la laïcité à la française, Émilie, on va le détailler un peu avec vous. Bon, il faut le rappeler, c'est une forme d'exception française à l'école. Oui, on peut se le dire, puisqu'on est entre nous. La plupart des pays ne comprennent pas grand-chose à notre façon de concevoir la laïcité, d'où l'idée, je pense, d'une exception française, ou tout du moins d'une laïcité à la française. Eh bien, c'est quasi la même chose pour la déclinaison de cette laïcité à l'école. C'est simple, aucun des pays européens, mis à part 2 candidats, n'ont adopté une réglementation identique à la nôtre, à savoir l'interdiction du port de signes religieux pour les élèves à l'école publique. Il y a 2 candidats, donc Kosovo et Albanie, qui, eux, ont des indications dans ce sens au niveau de la loi. C'est étonnant, puisque au Kosovo, il y a une majorité de musulmans qui y vivent et qui se sont largement opposés à la mesure. Et pour les autres pays ? Alors, pour les autres, la loi, si elle existe, elle porte uniquement sur l'interdiction des signes religieux pour les enseignants. La Belgique, par exemple, et encore, ça peut varier d'une communauté à l'autre. Pour les élèves, par contre, le choix est laissé aux établissements scolaires. En Allemagne, l'interdiction du voile aux enseignants était initialement possible, selon la volonté des Länder, l'équivalent des régions françaises, mais elle a été récemment décrétée inconstitutionnelle, à moins, je cite, d'un danger concret menaçant la neutralité de l'État. Le port des signes religieux est donc en Allemagne autorisé pour les élèves. Ils sont allés jusqu'à autoriser une élève à porter le niqab. Ça avait été porté devant la justice par une autorité locale qui souhaitait que ça soit interdit, donc le niqab, le voile qui couvre complètement le visage sauf les yeux, mais la demande a été rejetée. Alors d'autres exemples, d'autres pays. Les autres pays, Danemark, Pays-Bas, Espagne, Angleterre, aucun problème pour le port du voile ou autre signe religieux pour les élèves. En Espagne, il y a quelques interdictions ponctuelles possibles, mais attention, il faut que ce soit dans l'objectif de protéger un élève d'une pression à pratiquer une religion. Bon, je ne parle pas de l'Italie, la laïcité n'est pas inscrite dans la Constitution, il y a des crucifix dans les classes et c'est toujours possible. On peut rappeler un peu notre histoire aussi pour comprendre cette laïcité à la française. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un concept, et vous l'avez rappelé, qui vise la liberté et surtout de protéger l'état de l'influence de l'Église à la base et de l'influence religieuse, catholique et religieuse globalement. Avec l'idée qu'à l'école, la laïcité permettrait aux élèves de se forger librement leurs idées sans aucune pression. Vous en parliez tout à l'heure. Dans les autres pays, c'est pas du tout pareil. On considère plutôt, en tout cas, on considère que le port d'un vêtement particulier n'est pas un obstacle à l'apprentissage. On parle de liberté et surtout de protéger, de préserver la liberté de religion et de protéger les élèves contre des pressions éventuelle. Donc c'est une conception complètement différente et on voit qu'en France, il y a la tentation d'élargir ça même au-delà de l'école puisqu'il y a un pourcentage qui est significatif, 61% des Français qui sont pour une interdiction du port des signes religieux totalement dans tout l'espace public. Donc on aurait tendance à plutôt étendre ce concept à la française. Bon, et vous nous l'avez dit, finalement la vision anglo-saxonne de la laïcité, enfin ou la non-vision, elle se diffuse dans pas mal d'établissements. Je voudrais qu'on prenne plusieurs exemples pour savoir ce qu'on peut faire, comment on peut faire évoluer les textes. Et je m'appuie de nouveau sur votre rapport, notamment autour des sorties scolaires. Faut-il interdire au moment qui porte le foulard d'y participer ? On va regarder une autre archive. C'était il y a 10 ans. La ministre de l'Éducation nationale s'appelait Najat Vallaud-Belkacem. Hors de ces comportements prosélytes, faut-il interdire par principe à une maman portant le foulard d'accompagner ses enfants en sortie scolaire ? Dans un contexte où nous voulons resserrer le lien entre l'école et les familles, il nous faut travailler avec les familles telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Nous ne voulons pas simplement apprendre la laïcité aux enfants, mais la leur faire aimer. Il nous semble essentiel, en effet, plutôt que de sembler stigmatiser leurs parents, d'accepter que ces parents volontaires puissent coopérer avec l'école. Intéressant, c'était il y a 10 ans. Attention à la stigmatisation. Comment ça s'applique aujourd'hui, Carole Zerbib ?
Pour l'instant, les parents d'élèves... Il n'y a pas d'interdiction. Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Les élèves sont soumis, ils sont inscrits dans l'établissement scolaire, ils sont soumis aux règles de l'établissement scolaire. Les parents d'élèves, eux... Et je crois que c'est comme ça qu'on sème la confusion aussi dans les esprits. On explique que les élèves qui sont inscrits dans un établissement scolaire sont soumis à la loi. Les parents qui accompagnent occasionnellement une sortie scolaire... n'aurait pas à s'y soumettre et c'est ponctuel et je pense pas que ça empêche les élèves de comprendre le principe s'il est bien expliqué. Ça fait partie de vos propositions, élargir l'interdiction du port de signes religieux à toute activité organisée par l'institution scolaire comme les sorties. Alors on parle des enfants. Pour les enfants, pas pour les parents. On parle les parents. Ça va aller le coup de préciser. Mais pour les enfants, puisque le fait d'aller au théâtre, ou vous voulez, c'est la continuité de l'activité scolaire. On est dans le cadre de l'activité scolaire. On est un élève quand on va. Donc ça, c'est pour les enfants, uniquement. Donc c'est très clair, ça ne touchera pas les parents. Un autre exemple. Si c'est mis en place. Et si c'est mis en place, évidemment, pour l'instant, ce sont des propositions. Excusez-moi, ça existe déjà. Non, c'est pas une proposition, ça existe déjà. C'est-à-dire qu'un élève qui sort au théâtre, une petite erreur là. Une sortie qui est ce débat sert à ça. Une sortie organisée hors temps scolaire, mais sous la responsabilité de l'établissement et de l'enseignant. Par exemple, une sortie au théâtre le soir, à 20h, eh bien l'élève ne peut pas porter de tenue religieuse. En temps scolaire. Oui. Non, mais non. Ça dépend. Organisée par l'établissement, même hors temps scolaire, c'est-à-dire hors temps scolaire, c'est en dehors du temps de l'emploi du temps. Une sortie au théâtre, c'est ce que je vous disais, une sortie au théâtre à 20h le soir, en dehors de l'établissement, l'élève doit enlever... La petite erreur dans la recommandation numéro 6, on a clarifié cet aspect des choses, c'est très bien. Vous proposez, François-Noël Buffet, de créer des structures d'accueil pour les élèves les plus perturbateurs. Est-ce que vous pouvez nous détailler de quoi il s'agit? Nous proposons avec Laurent Lafont. L'idée, c'est que il y a des élèves qui sont effectivement ont été expulsés plusieurs fois, renvoyés plusieurs fois. Il y a un moment, on ne peut pas quand même les laisser dans la nature tout seuls et ne jamais s'occuper d'eux. Donc il faut bien trouver une structure qui reste à inventer, qui reste à imaginer, pour qu'on puisse s'occuper d'eux, leur faire comprendre ce qu'est la laïcité, leur faire comprendre que leur comportement, c'est pas possible, et continuer de participer à l'œuvre éducative. On ne peut pas les laisser en dehors de l'école. Enfin, c'est juste, par principe, pas possible. Mais car un certain nombre de proviseurs ont quelques difficultés parfois à trouver un nouvel établissement pour les accueillir. Les gens ne veulent pas, acceptent pas pour plein de raisons. Donc dans ces conditions-là, il faut bien qu'on ait une solution, parce qu'on ne peut pas les laisser dans la rue. Gwenaël Calvet, votre avis sur ces... C'est pas simple. Non, je ne dis pas que c'est simple. Quelque chose, Là, pour l'instant, on est au stade de l'idée de la proposition. Ça vous semble réaliste? Aucun. Je pense que ça relève de la justice des mineurs, j'imagine, quand vous parlez d'élèves polyperturbateurs ou... Pas forcément. Enfin, justice des mineurs... il peut y avoir un moment l'intervention de la justice des mineurs, mais quand vous avez un élève qui, en dehors de tout aspect pénal ou de prévention de l'enfant est en difficulté, s'est fait, je dirais très vulgairement, virer de plusieurs établissements parce qu'il ne respecte pas le dispositif, il y a bien un moment où il faut responsabiliser les parents, ça c'est une chose, et trouver une solution pour qu'ils soient éduqués, qu'ils aillent à l'école. Mais écoutez, en l'état, il y a une obligation scolaire et donc on accueille tous les enfants. Au-delà de la théorie de dire il y a une obligation scolaire, au-delà de la théorie qui consiste à dire il y a une obligation scolaire, ce que j'entends parfaitement, vous avez parfaitement raison, il y a aussi les aspects très pratiques des choses, et que certains établissements ne veulent pas. Justement. Et quand vous n'avez plus rien, vous faites comment? Carole Zervib, est-ce que ça répond à une inquiétude ou à une difficulté rencontrée par les directeurs d'établissement? Peut-être clarifier, tous les élèves poly-exclus ne sont pas exclus de l'établissement parce qu'il y a eu une atteinte à la laïcité. Oui, bien sûr. Peut être aussi simplement parce qu'il faut... il faut bien pas... Sûr, heureusement, bien sûr. Il y a aussi des élèves poly-exclus parce qu'il y a des problèmes de comportement et pas forcément en lien avec les questions de laïcité. Alors, il y a déjà des dispositifs qui existaient, qui s'appelaient des dispositifs relais dans les établissements scolaires. Des élèves qui posaient des problèmes de comportement étaient extraits de la classe, étaient pris en charge par un groupe d'enseignants sur un volume horaire plus ou moins important. J'ai trouvé que c'était des dispositifs intéressants. Ça permettait de travailler avec un petit groupe d'élèves, avec des enseignants volontaires, impliqués, afin d'aider l'élève à comprendre où
où ça n'allait pas, ce qui n'allait pas, à retravailler sur les règles scolaires pour envisager un retour en classe. Donc il y avait ce dispositif en établissement, mais aussi en dehors de l'établissement. Donc c'est déjà des choses qui existent, malheureusement, qu'on a un peu perdu, puisque les moyens ont été de moins en moins attribués pour qu'on puisse mettre en place ces dispositifs. Mais oui, ça peut être intéressant de travailler en petits groupes avec des élèves sur ces questions de comportement, mais qui ne sont pas forcément en lien avec les atteintes. Oui, non, vous avez raison de le rappeler. Parce que dans ce que nous avons vu, il y a aussi des problèmes d'agression des professeurs pour toute autre raison, qui sont des raisons de comportement, d'éducation, de ce qu'on veut, de violence physique, verbale et autres. Bien sûr, ça fait partie du rapport, naturellement. C'est pas seulement sur la laïcité. Bien sûr. Gwenaëlle Calvez, dans une tribune publiée par le quotidien La Croix, vous écriviez « La promotion des valeurs de la République doit quitter le ciel des idées pour répondre au contre-discours dont la jeunesse est abreuvée ». Ce contre-discours, de quoi se nourrit-il? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, nous le détailler? Alors, je crois que dans le contexte de cette tribune, il s'agissait d'un contre-discours à caractère religieux qui est diffusé notamment sur les réseaux sociaux et qui monte d'une certaine façon les élèves contre l'institution scolaire. Et contre-discours, c'est renoncer à une approche purement coercitive. Pas renoncer totalement, bien sûr, à un moment donné, il faut sévir. Mais renoncer à une approche purement coercitive pour aller sur un terrain plus d'explication. Comme disait la ministre que vous avez dans le message que vous avez fait passer tout à l'heure, faire aimer la laïcité, l'école, les maîtres, le savoir, faire aimer plutôt que menacer. Je pense que c'est quand même par là qu'il faut commencer. Et le contre-discours, il doit s'axer et s'orienter autour de cet objectif. Ça suppose des moyens pour former, ça existe déjà, mais pour former encore plus les professeurs à la promotion de ces valeurs, en quelque sorte. Tout à fait. Émilie ? Oui, moi je pense que là-dessus, il y a un déficit. Il y a un déficit à la fois de soutien, et on l'a vu au moment de l'affaire Samuel Paty, et j'ai pas l'impression que ça a énormément progressé sur les alertes et les... Ouais. Bon, disons que c'est le cas, et tant mieux. Oui, c'est un fait. Mais il y a aussi cette idée de savoir comment enseigner la laïcité. Et globalement, on n'a pas l'impression qu'il y ait la même approche, toujours que ça repose un peu sur les épaules des professeurs. Et c'est très risqué, on l'a vu. Et globalement, si on intègre l'idée qu'il y a une religion qui pose problème, évidemment qu'il y a en réaction quelque chose d'assez agressif. Donc moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine. Mais ça a évolué, c'est ce que vous nous dites. Les professeurs se sentent un peu moins seuls, parce que c'est aussi ce que vous avez entendu des témoignages que vous avez reçus dans le cadre de cette commission d'enquête. Oui, depuis l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu un sursaut important, et puis on voit une classe politique quand même qui rappelle qu'il faut traiter les situations, ne pas les banaliser. Le pas de vague, maintenant, c'est terminé, et on l'a senti avec la création des référents laïcité dans tous les rectorats, les équipes valeurs de la République, le plan de formation qui a été mis en place, même si, à mon sens, il reste insuffisant. Il reste encore beaucoup d'enseignants à former. Il faut repenser la formation initiale, la formation continue. Il ne faut pas que la transmission des valeurs de la République incombe uniquement aux professeurs d'histoire géo et de lettres. Il faut que tous les enseignants soient en capacité, soient outillés pour travailler ces valeurs avec les élèves. Et il faut aussi que les enseignants, lorsqu'ils sont recrutés, soient éprouvés dans leur volonté de transmettre ces valeurs. Il faut qu'ils sachent les incarner et les transmettre. Quand on devient enseignant de la République, on accepte de transmettre ces valeurs et on accepte de former des républicains. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête des enseignants que l'on recrute, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Parce que là aussi, il y a un vide sur la formation des professeurs contractuels. Plus on va mettre devant les élèves des enseignants qui ne sont pas formés, moins ce principe de laïcité va passer chez les élèves. Donc le problème de la formation, il est crucial. Ouais. Alors je vous propose un dernier témoignage, une dernière archive. C'était lors de son court passage au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Première décision, évidemment, vous vous en souvenez, sur l'interdiction de l'abaya. Avec ces mots, notre école est testée. Écoutons-le. Notre école est testée, continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis, qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes. Notre école est testée, dit Gabriel Attal. Par qui, François Noël Buffet ? Par l'islam le plus radical, notamment.
Notamment. Bon, il y a d'autres aspects qu'on a évoqués de violence, mais qui relèvent d'autres ressorts, mais notamment par l'islam radical, disons les choses telles qu'elles sont. Et donc, le ministre, à l'époque, a raison de le dire. Et d'ailleurs, pour compléter, je ne me permettrai pas, mais sur la formation que j'évoquais, c'est vrai qu'il faut former les professeurs, mais moi je pense qu'il faut aller un peu plus loin. C'est l'équipe éducative, le surveillant, la personne qui est à l'accueil, qui fait rentrer les élèves tous les jours, qui surveille. C'est le personnel. Parce que l'enjeu, c'est quand même qu'il y ait une réponse d'équipe. Ça, je pense que c'est très important. C'est très important vis-à-vis du professeur qui peut être en difficulté, il sait qu'il peut compter sur une équipe. C'est très important en termes d'identification de comportement d'un élève qu'on comprendra le plus tôt possible. Ça permettra de résoudre le problème et de ne pas arriver au plus dramatique. Donc ça, la notion d'équipe est fondamentale. Est-ce que c'est parfois difficile, Gwenaëlle Calvez, de faire le tri entre ce qui peut, effectivement, l'école est testée avec une sorte d'idéologie ou d'engagement religieux, et puis la provoque adolescente, parce qu'il y a aussi évidemment beaucoup de ça dans nos collèges et dans nos lycées. C'est sûr que c'est pas toujours très facile, mais enfin, les professionnels de l'éducation connaissent les jeunes, les enfants, les ados, et ils arrivent à faire le départ et la part des choses. Mais, la décision du ministre, qui consiste à dire sur la baya, c'est clair, c'est non. Et c'est clair, et le message est clair. Toutes les personnalités qu'on a rencontrées nous ont dit, on attendait ça avec impatience, et dites-vous bien, messieurs les sénateurs, que ça s'est très bien passé. À l'exception, peut-être de quelques familles, ça a pris un peu plus de temps, mais tous, sans exception, nous ont dit que ça s'est très bien passé, les choses ont été claires. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le message public, de l'autorité publique, en la circonstance du ministre, donc du gouvernement, qui envoie un message très clair à la fois aux élèves, aux familles, et en même temps aux enseignants, c'est le gage d'une réussite, quasiment. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience de cela. La fermeté dans les principes elle est pédagogique, si je puis dire. Elle est absolument pédagogique. Après qu'au cas par cas, on regarde les situations, ça c'est bien normal, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais le principe doit être la laïcité, clairement. Elle est pour tout le monde, mais Carole Zerbib, est-ce que les proviseurs que vous représentez, les professeurs, finalement sont confrontés de plus en plus à certains musulmans qui disent non, la laïcité c'est contre nous? C'est anti-musulman. Ce discours-là, il est souvent porté. Oui, il y a des élèves qui ont pu me dire qu'ils avaient l'impression que leur religion était stigmatisée. Mais voilà, vous l'avez rappelé, notre travail, c'est de dialoguer avec les élèves et de leur expliquer, de faire œuvre de pédagogie et de leur montrer que voilà, quand on fait l'histoire de la séparation des églises et de l'État en France depuis 1905, on essaie de leur expliquer qu'à l'époque, c'était pas l'islam. Et le discours, moi, que j'essaie de tenir aux élèves, c'est qu'il faut regarder cette laïcité de façon positive. C'est pas qu'est-ce que ça nous enlève, c'est qu'est-ce que ça nous apporte et en quoi cela nous enrichit et en quoi ça nous rend libres. Voilà. C'est essayer de montrer ça différemment. Et c'est pas une loi liberticide, mais c'est une loi de liberté. C'est l'inverse, On termine là-dessus. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, 18h, 22h. Et puis notez, prochain rendez-vous sur notre antenne, la matinale. Bruno Retailleau, le président du groupe LR ici au Sénat, sera l'invité d'Oriane Mancini. Bonne soirée.